Bonjour, je suis François Bernard Huyghe, je suis directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, où je m'occupe en particulier d'un observatoire de la désinformation géopolitique au temps du Covid-19. Et mes deux derniers livres sont L'art de la guerre idéologique et Fake News 2021. C'est sur les GAFAM, tout simplement, ce qui n'est pas un sujet euh, très original, mais dont nous sommes en train de réaliser en ce moment que leur pouvoir est absolument central dans le débat. Alors il est central pour de multiples raisons, ça remonte absolument dans les médias. Une des raisons les plus évidentes, c'est qu'ils ont énormément augmenté leur pouvoir. Je lisais quelque part que la capitalisation boursière des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft maintenant, représentait 8 000 milliards de dollars, c'est-à-dire beaucoup plus que le PIB de la France. Donc là, on rentre déjà dans une dimension financière qui est démente et qui échappe totalement au contrôle des souverainetés. Et puis la question des GAFAM, de leur rapport avec la politique, avec le politique, sont absolument fondamentales. Prenons l'actualité américaine. Non seulement on a vu les GAFAM intervenir pour censurer Trump, c'est-à-dire pour censurer l'homme qui, à l'époque, était censé être le plus puissant du monde et lui interdire de s'exprimer à une période où les médias mainstream, les médias classiques ne lui étaient pas très favorables, c'est le moins que l'on puisse dire. Toute l'actualité a tourné autour d'un acte d'accusation des GAFAM accusés d'être responsables des incidents du Capitole, de la propagation des théories complotistes les plus dingues à propos du Covid-19, etc. Et en même temps, on voit bien que même si dans le camp démocrate, certains réclament que l'on démantèle cet empire des GAFAM au nom de la législation antitrust, on voit bien que le lobbying des GAFAM va être très présent à Washington, qu'il y a énormément de gens de la Silicon Valley, d'anciens de Google, Facebook, etc., qui vont se retrouver dans l'équipe de Biden. Et je vais prendre un exemple dans son discours d'intronisation. Il dit qu'il faut lutter contre 4 virus qui vont être la coronavirus et le virus de la haine, de l'extrémisme et du mensonge. Mais pour lutter contre ces 4 virus, un virus sanitaire et 3 virus, je dirais, spirituels, idéologiques ou mentaux, c'est quelque chose qui est impossible à faire sans contrôle des GAFAM. La première chose qu'on voit, c'est la logique géométrique qui s'impose, c'est qu'ils font système. Hein. On voit bien que chacun renvoie aux autres et qu'ils occupent un espace qui est clos parce qu'ils remplissent tous des fonctions totalement complémentaires. Moi, depuis ce matin, je n'ai pas cessé d'utiliser les GAFAM en venant ici. J'ai cherché une information sur Google où je suis tombé sur un article de Francis Fukuyama dont on parlera, je pense. Je l'ai fait sur mon Apple. Facebook, là, très honnêtement, ça doit faire quelques années que je n'y ai pas mis les pieds, mais j'étais dépendant pour prendre ce rendez-vous pour ce que nous faisons. Nous sommes dépendants de cette technologie et de ces grands. Ils sont tous animés par une volonté d'expansion, une volonté de puissance, et je dirais même à certains égards par une idéologie de la toute-puissance absolue. On ne va pas refaire les citations d'Elon Musk, etc.,
mais la plupart de ces gens veulent s'affranchir de l'État, créer une utopie nouvelle de bonheur, de liberté, de disposition de tous les savoirs, voire même vaincre la mort ou vaincre la maladie ou créer un post-humain, un surhumain. Donc, effectivement, puis par ailleurs, vous ne créez pas ce genre de super-empire si vous n'avez pas un peu l'esprit d'un Napoléon ou d'un Alexandre, c'est-à-dire une volonté de conquête invraisemblable. Donc, en ce sens, oui, évidemment, ils sont rivaux, mais par ailleurs, ils sont complémentaires. Hein. Il y en a qui font du software, il y en a qui font du hardware. C'est pas en faisant des recherches sur Google que je vais tomber sur des pages Facebook ou sur des publications numériques, etc. Et ils font surtout système, en ce sens que nous sommes passés à une nouvelle ère qui est celle de notre dépendance des données qui nous sont médiatisées par rapport à un écran. Et d'ailleurs, je suis en train d'en parler devant un écran. Alors, on voit bien, on serrait entre ces puissances, on voit des noms d'institutions, on voit des noms d'individus, par exemple, je prends Thierry Breton. Je clique sur Thierry Breton, je m'aperçois, alors non seulement c'est quelqu'un qui a écrit et réfléchi depuis longtemps sur ce pouvoir du numérique, mais on voit qu'il est au cœur d'un projet de 2 directives de l'Union européenne. L'Union européenne représente 27 États souverains. Si on additionnait tout ça, nous sommes très largement la première puissance mondiale, etc. Et il va vouloir monter une directive qui s'appelle DSA, ce qui est une directive qui va essayer d'exercer un contrôle politique. C'est le Digital Service Act, ça y est, j'ai retrouvé le terme. Donc c'est une directive qui viserait à établir un contrôle démocratique et politique sur le contenu qui est véhiculé par les GAFA. Alors, le seul fait qu'on puisse énoncer cette question, c'est un changement politique énorme. Alors, par exemple, si nous cliquons sur Donald Trump et la censure de Donald Trump, déjà, le seul fait qu'on puisse énoncer ça, c'est-à-dire qu'un opérateur technique, qui en principe est quand même soumis juridiquement au droit américain, décide de couper la parole à l'homme le plus puissant du monde est en soi quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, d'une part, on sait que les grands opérateurs, les dirigeants, les cadres et disons le personnel des GAFAM en général ne sont pas une bande de Trumpistes représentatifs de l'alt-right. Hein. Ils se disent tous progressistes. Alors pourquoi est-ce qu'ils se disent tous progressifs? Pour des raisons sociologiques évidentes, parce qu'ils appartiennent aux classes urbaines, éduquées dans les métiers de la communication, manipulateurs de symboles, sortis des universités américaines, etc., où on vote Biden tout naturellement. Je dirais que comme un ouvrier de chez Renault votait communiste chez nous il y a 40 ans. Donc pour des raisons sociologiques, c'est le milieu qui est favorable à Biden, hostile à Trump, mais ça c'est leur opinion, hein, c'est une question idéologique, mais on voit que les acteurs technologiques se donnent le droit de censurer une parole dont ils estiment qu'elle a un effet performatif, c'est-à-dire qu'elle est capable de provoquer des émeutes ou de provoquer des désordres dans la rue. Le politique, l'acteur politique dont le rôle principal c'était d'arrêter les appels à l'émeute ou de punir les gens qui crient au feu dans les cinémas bondés, ça paraît quand même une logique minimale, se trouve totalement dépossédé par les acteurs technologiques qui non seulement
coupe le sifflet à Trump officiellement et l'annonce. Donc quelqu'un qui joue un rôle de média sanctionne un homme politique, mais en même temps, dans la foulée, retire 70 000 comptes, ferme un réseau qui s'appelle parlerparleur.com où, on va dire, les conservateurs républicains, l'alt-right, se retrouvaient pour parler sans censure. Ça veut dire donc que le pouvoir des GAFAM est double. D'un côté, ils ont le pouvoir de nous attirer vers des gens, vers des communautés qui vont partager certaines opinions, avec les risques que ça comprend, c'est-à-dire qu'on s'isole avec des fanatiques ou avec des gens qui répètent des théories du complot ou qui prêchent la haine de tel ou tel groupe. Donc effectivement, ils peuvent positivement nous renforcer dans des opinions qui peuvent être fausses, dangereuses, fanatiques, mais d'un autre côté, on s'aperçoit qu'ils ont également un pouvoir négatif qui est d'empêcher totalement que certains contenus s'adressent à nos cerveaux, et ça peut avoir une importance politique tout à fait cruciale. Par exemple, au cours des prochaines élections présidentielles, peut-on imaginer que les GAFAM censurent le compte de tel ou tel candidat ou candidate? En tout cas, il y a une candidate française à la présidence qui y pense, puisqu'elle est déjà en train de se créer des comptes de secours au cas où elle serait censurée par Facebook, Twitter, etc. C'est quand même un changement assez remarquable dans nos rapports avec les libertés politiques. Je vois deux choses particulièrement intéressantes. Bon, la première, c'est que c'est rapide. Hein. Donc, on clique sur Fukuyama, sur Thierry Breton, etc. Et on va aller très très vite aux articles essentiels et aux idées principales. En plus, je m'aperçois que c'est bien surligné en jaune, donc c'est très clair. Mais le deuxième aspect aussi, c'est que la graphie, enfin la représentation visuelle donne des idées. Hein. Ça suggère des métaphores. Tout à l'heure, par exemple, j'ai fait la métaphore de la forteresse où on voyait les GAFAM, qui étaient un peu comme les tours d'un château, à l'intérieur duquel on était tous en train de s'agiter. Et je trouve que ça aide effectivement à penser différemment les problèmes par la représentation graphique.